Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Donc, je vais essayer de vous présenter comment manipuler une molécule d'ADN. Alors, j'ai eu un titre un peu présomptueux. Je voulais essayer de décrire comment on va de la recherche aux applications. Je vais passer très vite sur la recherche parce que sinon, je n'aurai pas le temps de tout expliquer. Mais l'idée, effectivement, c'est de vous montrer une expérience. Alors, l'expérience marche presque, enfin, elle marche assez bien, mais il y a une petite chose à la fin qui ne marche pas parfaitement. Donc, on verra si ça marche, si l'effet du public est plutôt de faire rater l'expérience ou de la faire marcher. Voilà. Alors c'est évidemment un travail en collaboration. Depuis très longtemps, je travaille avec David Ben-Simon donc à l'École normale, avec lequel on a beaucoup mis au point ces techniques de molécules uniques, et Jean-François Allemand, qui a aussi beaucoup collaboré ici. On va travailler avec de l'ADN, je vais vous montrer de l'ADN, et on travaille avec des enzymes qui travaillent avec l'ADN, et donc on est obligé aussi d'avoir des collaborations avec des biologistes qui nous aident déjà pour préparer les molécules d'ADN et surtout pour préparer les enzymes éventuellement qu'on peut utiliser. Mais je vais parler très peu d'enzymes dans ce que je vais raconter ici. Je vais commencer d'abord par faire un peu de publicité sur un livre qui, si vous n'avez pas tout suivi ce que je vais raconter ou si je vais trop vite, il y a un livre que Jean-François a édité qui est très bien, qui contient quand même beaucoup d'éléments qui peuvent vous permettre de rattraper ce que j'aurais peut-être massacré dans mon topo. Sinon, donc, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais ce que je vais essayer d'expliquer ici, c'est d'abord d'expliquer très rapidement ce qu'est la molécule d'ADN, et dans un premier temps, après vous expliquer comment on peut essayer de manipuler une seule molécule. L'expérience qu'on a décidé de montrer, c'est une expérience simple où on va essayer de dégrafer une molécule d'ADN qui est en épingle à cheveux. Donc on va ouvrir une molécule d'ADN, on va voir que ça peut se faire très vite. Et je vais essayer de vous montrer que cette petite expérience ici permet de donner une information sur la séquence. Donc ça s'appelle séquencer par hybridation. On va essayer de démystifier ces mots sur une seule molécule. Le séquençage de l'ADN, c'est quelque chose qui est présent partout. On en entend parler beaucoup ces temps-ci. Ce n'est pas si simple à faire que ça. Mais en fait, la séquence de l'ADN, c'est une chose. Mais vous savez tous que, par exemple, deux jumeaux ont exactement le même ADN. Pourtant, ils n'auront pas forcément les mêmes maladies, les mêmes évolutions. Et en fait, il y a des éléments supplémentaires sur la séquence d'ADN qui viennent modifier éventuellement le développement d'un individu. Et donc ça s'appelle de l'épigénétique, c'est tout ce qui est en dehors, un petit peu en dehors de la génétique, et donc il y a des marques supplémentaires qui sont faites sur l'ADN et qui permettent de distinguer par exemple deux jumeaux. Ces marques sont par définition très difficiles à mesurer, je vais essayer de vous montrer comment on peut les mesurer dans notre cas. Je reviens vraiment sur des choses très basiques. Qu'est-ce que c'est que la molécule d'ADN ? Alors la molécule d'ADN, elle a plus de 60 ans maintenant, enfin la description de sa forme exacte a plus de 60 ans, c'est Crick et Watson qui ont montré que c'était une double hélice. Cette double hélice, c'est avant tout deux polymères, donc ici on a deux squelettes avec chaque fois des bases qui sont sur le côté. Donc c'est un polymère linéaire et avec des perles qui sont accrochées sur le côté. Et ces perles sont en regard l'une de l'autre dans les deux polymères de telle façon qu'ils soient complémentaires. Donc notre code génétique, en fait, c'est deux molécules qui sont assemblées par ce système de base. C'est un polymère qui peut être très long, puisque donc dans nos cellules, on a des chromosomes, on a donc plus de 20 chromosomes, et chacun de ces chromosomes fait plus de 10 cm, peut faire plus de 10 cm de long. Donc c'est une seule molécule, sans aucune cassure, qui est particulièrement longue. Lorsqu'on regarde le chromosome 1, il y a 220 millions de bases qui se succèdent sans qu'il y ait une seule cassure dans le système. Alors évidemment, le fait d'avoir non pas un polymère, mais deux polymères, est une grande sécurité pour ce code, parce que si par hasard il y a un rayon X qui vient casser localement un polymère sur un brin, il y a de grandes chances que le second brin soit prêt pour en fait tenir le premier et permettre la réparation du premier. La structure de double hélice a beaucoup d'intérêt au niveau biologique. Alors comment elle marche pour un physicien? Comment on peut l'avoir pour un physicien? Elle associe, comme je vous l'ai dit, des paires de bases parallèles, donc vous avez tous entendu parler, adénine et thymine, guanine et cytosine. Et l'idée, c'est que ces bases sont, comme on le voyait dans le dessin qui était ici, donc des espèces chimiques qui sont très plates et qui sont empilées les unes sur les autres d'un côté et qui sont évidemment reliées au polymère de l'autre. Alors ces entités ont des interactions qui sont des interactions faibles, des interactions hydrogènes. Donc ça veut dire que l'adénine et la thymine ont en fait cette petite interaction représentée ici par les petits traits rouges. La guanine et la cytosine ont trois interactions hydrogènes, donc sont en principe plus solides. Une interaction hydrogène, c'est pas très fort.
D'accord? Donc il faut essayer de voir un petit peu quel est l'ordre de grandeur de cette énergie. On peut tout à fait prendre ces unités, donc adénine et thymine, c'est des molécules chimiques, on peut les mettre dans un ballon ou dans un tube à essai. Si on les met dans l'eau, eh bien en fait, les molécules ne s'associent pas. Elles sont comme du sucre dans l'eau, elles se baladent et elles ne sont pas accrochées l'une à l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, la liaison qui relie AT ici ou GC implique des liaisons d'énergie qui sont très faibles et qui sont comparables à l'énergie d'agitation thermique qui baigne partout à température ordinaire. Donc, l'énergie de AT n'est pas suffisante pour constituer une espèce de molécule liée. Et en fait, il faut que j'associe plusieurs bases ensemble pour que ça commence à tenir ensemble. Pour que la somme de toutes les énergies de ces bases réalise quelque chose de stable qui va faire une molécule comme je l'ai dessiné ici. Si on met par exemple quelques bases ensemble, avec quelques bases complémentaires, eh bien, il faut mettre typiquement une dizaine de bases ensemble pour que les deux molécules restent attachées entre elles pendant quelques secondes. Donc si j'ai deux bases, elles vont de temps en temps être l'une en face de l'autre, mais elles vont très peu tenir. Si par contre j'en mets plus, ça va tenir plus longtemps. Et plus j'en mettrai, dès que je dépasse une vingtaine, ça tient extrêmement bien et en fait je vais pratiquement jamais les voir se séparer. Donc on peut comparer ces liaisons hydrogènes très schématiquement à des espèces de petits aimants, parce qu'on peut les accrocher et décrocher, et on va voir que c'est exactement l'expérience que je vais vous montrer dans quelques instants, qui permet donc de sentir cette force. Alors je n'ai pas donné les ordres de grandeur de force encore, les ordres de grandeur de force qui vont nous intéresser, ce sont des liaisons faibles, comme je disais. Les liaisons faibles, c'est l'équivalent de l'énergie thermique, et ces liaisons faibles, l'énergie thermique, grosso modo, il y a un ordre de grandeur très simple, c'est le piconewton fois des nanomètres. Donc si je regarde une énergie, c'est une force par une distance. La force d'un piconewton, ça paraît très petit, et c'est effectivement assez petit. Le nanomètre, effectivement, c'est la portée de l'interaction de notre système. Et donc, typiquement, les forces qui vont relier des bases, eh bien, c'est 4 piconewtons par nanomètre, ça correspond à l'énergie thermique habituelle. Donc, on va parler de forces qui sont de l'ordre du piconewton et de distances qui sont de quelques nanomètres pour séparer et que la force disparaisse. C'est en gros la force d'interaction du système. Comment on peut essayer d'analyser, par exemple, les forces qui relient ces molécules et quelle est l'expérience qu'on va vous présenter. Donc l'expérience que je vais vous présenter, c'est une expérience simple où, en fait, on accroche une molécule d'ADN et on va en fait exercer une force dessus. Alors, je vais vous expliquer comment on attrape cette molécule et comment on la prépare. Mais une fois qu'on a fait cette préparation, l'idée, c'est qu'on va avoir la molécule ici qui est en rouge. La molécule d'ADN, c'est à la fois très, très long, comme je l'ai dit d'un côté, et très petit de l'autre côté. C'est-à-dire que si je regarde le diamètre de la double hélice, c'est 2 nanomètres. Donc c'est absolument c'est vraiment très très petit. Ce qui fait que si je mets une molécule d'ADN dans l'eau, évidemment, je ne la vois pas. Donc je ne peux pas vraiment dire que je vais facilement la manipuler. Et si je veux en fait regarder une molécule que je veux pouvoir analyser proprement dans un système biologique, il faut forcément qu'elle soit dans l'eau. C'est-à-dire si je la sors de l'eau, en gros, je ne suis plus dans un milieu vivant et je ne peux plus rien faire. Donc pour travailler, on va travailler toujours dans l'eau, ce qui nous oblige en fait à ne pas pouvoir utiliser des microscopes très sophistiqués. On ne peut pas utiliser le microscope électronique qui marche dans le vide. On ne peut pas utiliser les rayons X, enfin pas facilement, pour regarder une seule molécule. Et donc, on est limité, si je puis dire, à utiliser un microscope optique, ce qui veut dire que je peux, en principe, pas voir directement ma molécule, sauf si je lui fais des marquages particuliers. Alors, on peut faire deux types de marquages. Soit on fait un marquage fluorescent, c'est-à-dire qu'on accroche une entité qui est fluorescente et ça permet de voir la molécule fluorescente. Soit on fait ici un autre type de marquage. Nous, on fait un marquage en accrochant une petite bille à l'extrémité d'une molécule, je vais vous montrer tout de suite comment. Et donc on va accrocher une bille qui est plus grosse, qui est suffisamment grosse pour être vue, une bille qui est de l'ordre du micron, c'est ce qu'on va visualiser dans notre système. Donc on va accrocher cette bille à un morceau de la molécule ADN et on va accrocher l'autre côté de la molécule à la surface. Alors je vais vous montrer le principe. Donc, premièrement, on va s'intéresser à une molécule qui va nous permettre, comme j'ai dit, de dégrafer l'ADN. Donc dans l'ADN, il y a des bases qui relient les deux brins. Et ce que je vais vous proposer comme expérience, c'est une expérience où on va en fait tirer de chaque côté sur les deux brins pour les séparer.
Donc on va tester en fait la force dont j'ai parlé au début, la petite force d'interaction qui relie les bases entre elles. Alors je vous ai dit que cette force était très faible, mais ici je mets une molécule dans laquelle il y a beaucoup de bases. Ici il y en a 200, dans l'expérience que je vais vous présenter il y a 1000 bases. Donc il y a énormément de petites bases qui sont en parallèle et qui vont en fait vouloir refermer la molécule, ce qui va faire qu'il va falloir appliquer une force non négligeable pour les séparer. Alors si je veux attraper une molécule unique, il faut d'abord que je sois capable d'attraper donc un brin et l'autre brin pour tirer sur chacun des brins. Et donc, pour ça, il faut que je fasse une modification à l'ADN. Et là, on a de la chance que les biochimistes ont préparé, en fait, depuis longtemps, tout un arsenal de biochimie qui nous permet de couper, de recoller, et donc de faire du cut and paste, si on peut dire, du copier-coller sur l'ADN, et entre autres d'accrocher aussi des choses qui sont assez extraordinaires, qui sont des scotch spécifiques biologiques. Et le scotch le plus classique, c'est de la biotine. Donc on a une petite molécule chimique qui s'appelle la biotine, c'est de la vitamine H. Et en fait, cette molécule, on peut en fait l'incorporer dans la molécule d'ADN et on peut l'incorporer à une extrémité sur la base qu'on souhaite modifier. Donc on peut modifier une des bases de l'ADN pour rajouter cette biotine. Et cette biotine, cette vitamine H, en fait, c'est quelque chose qui existe dans notre corps. Et cette vitamine, en fait, elle a une protéine qu'elle adore, qui s'appelle la streptavidine. Et donc, c'est le principe clé-serrure que vous avez sûrement entendu dans les cours de biologie, c'est-à-dire que si vous avez la clé biotine qui rencontre la serrure streptavidine, eh bien la clé biotine rentre dans la serrure streptavidine et elles sont tellement contentes de se rencontrer qu'elles restent dedans, grosso modo, 24 heures. Donc, c'est une liaison à nouveau faible, mais extrêmement spécifique, et seule la biotine rentre dans la streptavidine. Et je vais ici mettre à l'autre extrémité de la molécule de la dioxygénine, qui est une autre molécule, et cette dioxygénine ne rentrera pas dans la streptavidine. Donc de l'autre côté, on a la possibilité de modifier à nouveau l'ADN pour lui incorporer un autre groupement chimique qui s'appelle la dioxygénine. Alors la dioxygénine, c'est un corps étranger, c'est-à-dire qu'on n'a pas ça dans nos cellules, et notre système immunitaire est fait en fait pour reconnaître les corps étrangers. Donc si vous injectez de la dioxygénine à quelqu'un, ou à une souris ou à un lapin, il va en fait développer des anticorps qui vont reconnaître la molécule étrangère. Et le principe de reconnaissance, c'est de faire en fait une espèce de protéine qui va s'accrocher sur le corps étranger. Donc il va s'accrocher sur la dioxygénine, et quand on dit s'accrocher, c'est pareil que la biotine et la streptavidine, c'est-à-dire qu'elles vont former une liaison assez costaud. Et donc le couple dioxygénine et antidioxygénine forme un autre scotch spécifique de l'ADN qui va nous permettre d'accrocher la deuxième partie de la molécule. Donc, il faut d'abord préparer cette molécule d'ADN avec les bouts collants, si je puis dire. Biotine d'un côté, dioxygénine de l'autre. En fait, on met plusieurs dioxygénines parce que la dioxygénine est un peu moins solide que la biotine. Alors, si je tire sur cette molécule, je vais éventuellement séparer les bases. Si je tire très fort, les deux bases vont se séparer et je vais perdre les deux bouts. Et donc, dans notre jeu, on a rajouté ici quelque chose d'un peu spécial. On a rajouté une petite boucle, c'est-à-dire qu'on peut prendre un des brins et le raccrocher au deuxième brin de l'autre côté. Et donc ça fait une molécule en épingle à cheveux, comme vous pouvez le voir ici. Et donc c'est qu'en fait qu'un seul polymère, ici, qui va d'un bout à l'autre, qui forme ici un ADN, un faux ADN double brin d'une certaine façon, puisque c'est le même brin qui se replie sur lui-même. Mais par contre, évidemment, la raison pour laquelle il se replie, c'est que le code d'un côté et le code de l'autre, ici, sont évidemment complémentaires, ce qui fait qu'il y a une adhésion entre les deux systèmes. Par contre, on va mettre ici des bases qui sont non complémentaires de ce côté-là avec ces bases qui sont par ici. Et donc ces deux brins ici ne vont pas avoir tendance à former un double brin. Donc ça, c'est la molécule typique qu'on peut faire. Alors une fois qu'on a ça, on prépare ça en tube à essai et on prépare beaucoup de molécules de cette nature. L'étape d'après, c'est qu'on va en fait mélanger ces molécules avec des billes, des petites billes magnétiques. Et donc ces billes magnétiques sont commerciales, on en trouve pour des tas d'usages, mais en gros on en trouve spécialement pour aller piocher certaines molécules d'intérêt biologique dans une sauce complexe. Et donc il suffit d'accrocher de la biotine à la molécule qui nous intéresse, on met les billes avec, et en fait la biotine va aller se coller sur la streptavidine, et de façon très spécifique. Donc, lorsqu'on mélange les deux, eh bien, on va en fait réaliser ce qui est dessiné ici, c'est-à-dire une bille avec un poil, ou plusieurs poils. On ne décide pas au départ comment les molécules vont venir s'accrocher sur les billes. Finalement, on a besoin en fait d'insérer ce système, de l'accrocher du deuxième côté. Et pour l'accrocher du deuxième côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, donc, on a préparé une petite chambre que vous allez voir ici. Cette petite chambre
qui est donc une lame de verre avec un peu d'eau. Cette lame de verre, on l'a d'abord recouverte d'antidioxygénine, donc la deuxième entité de la molécule, qui est l'opposé de la molécule. Et donc, on a couvert partout de l'antidioxygénine qui recouvre les parois. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte nos billes ici dans le système. Et après, en fait, on va pouvoir tirer sur notre molécule. Alors, ce qui m'intéresse à la fin, c'est d'avoir une bille attachée, si possible, par une molécule. C'est tout le but du jeu. Comment manipuler une seule molécule ADN. Alors, comme ce n'est pas moi qui vais accrocher la molécule à la bille, je ne peux pas décider s'il y en a une ou plusieurs. Donc la seule chose qu'on fait en fait, pour qu'on soit dans ces conditions, c'est qu'on joue avec les statistiques. On met beaucoup de billes et on met peu de molécules. Donc si je mets beaucoup de billes et peu de molécules, en fait, la plupart du temps, les billes ne sont pas attachées. Il y a quelques billes qui sont attachées par une molécule et très rarement des billes qui sont attachées par plus d'une molécule. Je peux vous montrer l'injection qui a été faite pour le système. Donc ici, il n'y a pas de billes. On en met beaucoup tout d'un coup. Voilà, là, il y a tout un tas de billes qui sont arrivées. Il y en a tellement qu'on ne les voit pas. Là, on est en train de rincer. Donc ce que vous voyez ici, c'est la préparation des billes accrochées. Ça prend un tout petit peu de temps parce qu'il faut rincer. Il y a beaucoup de billes qui traînent. Et donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait en direct. Voilà. Et donc là, en fait, on est en train de rincer. Et en faisant ça, on va éliminer toutes les billes qui ne sont pas attachées. Et du coup, à la fin, il va vous rester ici que des billes attachées. Donc je vais vous montrer la photo de l'expérience actuelle. Ça, c'est des images de quelques billes qui sont restées accrochées. Je vais vous montrer tout de suite qu'elles sont accrochées par une seule molécule dans ce système-là. Donc voilà le principe d'accrochage. Donc on va rincer notre système, ce que vous avez vu ici. Une fois qu'on a rincé, on va garder en fait que les billes qui sont accrochées, soit par une molécule, soit par plusieurs. D'accord? Et donc je vais vous montrer maintenant comment, une fois qu'on a enlevé toutes les billes, on peut en fait travailler sur notre système. Donc ça c'est la photo de l'ancien système. Alors voilà, ça permet de voir la chambre. L'appareil qui est ici est un petit peu compact, je ne sais pas si on voit bien ce qu'il y a dessus. Ce que cet appareil est fait, il est fait en fait d'un microscope qui regarde une petite chambre ici faite d'une lame de verre. La lame de verre est recouverte par un scotch double face qu'on voit ici. Et au-dessus du scotch double face, il y a une petite lame de mylar, donc une petite lame de plastique, qui définit ici un petit canal. Et c'est dans ce petit canal que vous avez vu passer toutes les billes. Donc le petit canal fait 50 microns par quelques millimètres de large. L'entrée du fluide est par ici, et la sortie se fait par là. Et donc, ce qu'on vient de faire, c'est que pour rincer, on a simplement fait passer de l'eau dans le système, de l'eau salée. Et donc cette eau a entraîné les billes qui n'étaient pas attachées et va laisser évidemment les billes qui sont attachées par une molécule ADN. Alors évidemment, on essaie de rincer pas trop vite pour ne pas faire des écoulements trop forts, pour ne pas arracher la molécule qui est attachée à notre surface. C'est relativement costaud, mais ce qu'il faut éviter, c'est les petits coups, et il faut surtout éviter de faire passer une bulle. Si on fait passer une bulle, on casse toutes les billes qui sont accrochées, toutes les molécules qui sont accrochées. Donc ça, c'est le principe de l'expérience. Et alors, pardon, ici au-dessus, il y a des petits aimants qui vont appliquer une force à notre système. Et on va mettre les aimants qu'une fois qu'on a enlevé toutes les billes qui n'étaient pas attachées. Parce que sinon, toutes les billes qui ne sont pas attachées vont venir se coller sur les aimants et vont donc venir polluer l'expérience. Donc, on rince abondamment pour ne garder que les billes attachées. Et à partir de ce moment-là, on va être capable d'analyser, ça c'est le vieux système, le principe. Donc ici, vous avez la petite chambre. Ici, on a en fait le corps d'un microscope qui est thermalisé. On va vous expliquer pourquoi il est thermalisé. En dessous, il y a une caméra qui va donner l'image qu'on va voir directement. Et en haut, il y a une petite LED qui éclaire le système. Donc c'est un système qui est assez simple. Un microscope, une LED, une caméra qui regarde donc les billes. Et juste au-dessus, des aimants qui peuvent monter et descendre. Et les billes, j'ai oublié de le dire, les billes sont magnétiques, donc on peut en fait les attirer avec ces aimants. Donc voilà le principe qui est décrit dans la photo qui est là. Les aimants ici sont donc orientés comme c'est dessiné sur ce schéma, un pôle nord et un pôle sud, ce qui fait un champ horizontal. Et ce qui va compter, c'est qu'on a un gradient vertical très fort qui va nous permettre donc d'appliquer une force à la bille. Et donc la seule chose qu'on a besoin de faire après, c'est qu'on a besoin de bouger les aimants. Et si je mets les aimants très près de mon échantillon, je vais mettre une force très élevée. Si au contraire, j'écarte les aimants très loin de mon système, je vais en fait diminuer énormément la force sur mon système. Il n'y aura plus de force magnétique dès que je bouge de quelques millimètres dans mon système. Donc voilà le principe de la technique. Je vais vous montrer tout de suite l'expérience. On va essayer de voir quelques rudiments du système. Donc voilà, ça c'est l'image qu'on voit de l'expérience. Donc ce que vous voyez actuellement, c'est une image, donc on regarde en fait par le bas et on voit des billes. Alors vous allez me dire, elles sont bizarres, vos billes, elles sont floues et elles sont pleines d'anneaux. Alors c'est vrai, mais c'est voulu.
Alors je vais essayer de vous montrer, je vais changer la mise au point. Donc c'est un microscope sur lequel on ne peut pas faire beaucoup de choses. La seule chose qu'on peut changer en moyenne, c'est changer la mise au point d'un côté et on peut faire changer la position des aimants de l'autre. Mon microscope est défocalisé par rapport à la position normale. C'est pour ça que les images sont un peu floues et qu'en plus elles ont des anneaux. Je vais expliquer tout de suite pourquoi elles ont des anneaux. Voilà, si je fais la mise au point des billes, les croix ne sont pas contentes, mais voilà, les billes sont là. Et donc je suis juste au point, autant qu'on peut être au point sur un objet sphérique. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait rond, et donc si je change un petit peu la mise au point, ben, je vais avoir la sphère, elle est à peu près transparente, donc elle focalise la lumière. Vous voyez que par exemple là, elle est en train de focaliser la lumière, elle a un petit point brillant ici. D'accord? Ça, c'est parce que c'est une espèce de sphère. Et si je remonte, donc chaque fois que j'appuie ici sur le petit bouton, je change la mise au point d'1 micron dans mon système. Et donc on voit qu'en fait mes images se défocalisent. Je vais monter encore un petit peu. Et ce que vous voyez par contre, c'est que chaque fois que je bouge d'1 micron, il y a des anneaux qui apparaissent. Alors ces anneaux, en fait, c'est voulu. Ce qu'on va en fait essayer de faire, c'est qu'on est en train de regarder des billes au microscope par le dessous. Donc on voit très bien la position XY des billes sur la plaque de verre ici. Mais en fait, ce qui va nous intéresser, c'est que je vais appliquer une force verticale. Donc je vais tirer sur la bille, et éventuellement, si la molécule s'allonge, elle va bouger dans la direction Z. Or, en fait, un microscope n'est pas fait pour mesurer, enfin, pas fait, et habituellement pas fait pour regarder dans la direction Z. Il est beaucoup plus fait pour regarder en XY une image que de regarder ce qui se passe dans la direction Z. Donc pour regarder ce qui se passe dans la direction Z, eh bien, on a trouvé en fait que si on éclairait ce microscope, ce qu'on ne voit pas ici parce que c'est une caméra noir et blanc, avec une LED qui est presque monochromatique, et si en plus on faisait ce qu'il ne faut pas faire habituellement sur un microscope, c'est-à-dire faire un éclairage qui est quasi parallèle, ce qui est ce qui se passe ici, c'est-à-dire qu'ici vous avez une LED et un faisceau qui est quasi parallèle qui va arriver sur le système. Il ne faut pas faire ça sur un microscope parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la lumière incidente et la lumière diffusée par les petits objets fait un réseau d'interférences, et c'est exactement ce qu'on est en train de voir là. Donc ce qui se passe, c'est que la bille va diffracter légèrement la lumière sur le côté, et donc la lumière qui passe sur le côté va interférer avec la bille, avec la lumière diffractée par la bille, et donc ça fait des anneaux, et vous voyez que ces anneaux changent de forme, enfin plus ou moins s'élargissent, plus je me défocalise. Donc quand je suis exactement bien focalisé, j'ai une image qui est de taille minimale, et plus je me défocalise, plus les anneaux grandissent. D'accord? Alors ça, c'est une propriété qui est assez simple. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se servir de ces anneaux pour faire l'opération inverse. C'est-à-dire que si mon programme est capable de voir les anneaux, de les reconnaître, il est capable en fait de déduire à quelle hauteur se trouve la bille. Et donc c'est tout le principe de l'appareil qu'on va utiliser. Alors pour faire ça, ce que j'ai fait, donc je le referai peut-être si ça vous intéresse, ce que j'ai fait juste avant l'expérience, c'est que j'ai construit une image de calibration exactement comme je viens de faire ici, c'est-à-dire que j'ai pris le système et j'ai fait varier la mise au point. Et pour le moment, la bille ne bouge pas, la force ne change pas, et donc je change la mise au point du microscope, et vous voyez que ça fait des anneaux de plus en plus grands. Et donc j'ai fait ici ce que j'appelle une image de calibration, qui va empiler les profils radiaux de la bille à différentes hauteurs, et donc faire cette espèce de V ici, et on va se placer toujours d'un seul côté de la position de mise au point. Donc ici, on se place toujours au-dessus de la bille, et vous voyez que j'ai une image assez continue, c'est-à-dire que le rayon de mes interférences augmente, plus je me défocalise, et aussi leur amplitude va devenir de plus en plus faible. Si maintenant je bouge ici, voilà, la position Z de focalisation de mon microscope directement, vous voyez qu'il y a ici le profil radial instantané qui est comparé à cette table, et le programme vous dit, ce profil radial, il ressemble plus à l'endroit où se trouve la ligne jaune qu'à cet endroit-ci ou qu'à cet endroit-là. Donc en fait, on peut, en utilisant cette image de calibration, retrouver la position de focalisation de l'image et dire, on se trouve ici à quelque chose comme 69,2, je sais pas, microns de position. Alors, donc ça, c'est quelque chose que le programme fait en instantané, c'est-à-dire que j'ai mis des petites croix ici, il y avait une petite croix qui n'était pas contente, qui maintenant est contente, et donc je peux par exemple prendre celle-ci, l'enlever et la remettre, et donc le programme va suivre instantanément la position de X et de Y, et après il va analyser le profil radial et en déduire la hauteur. Et donc ce que vous voyez ici par exemple apparaître, eh bien c'est la hauteur de la bille instantanée, c'est une hauteur en microns. Et comme si vous avez de bons yeux, vous pouvez voir que, par exemple, celle-ci, ici, c'est 0.008, 0.009.
Et donc en fait, on mesure la hauteur de la bille avec une précision de quelques nanomètres. Alors ça nous a beaucoup surpris au départ parce qu'on est en train d'utiliser un microscope optique et on peut se dire avec un microscope optique, on devrait avoir une résolution qui est limitée avec la longueur d'onde. Et bon, le prix Nobel de cette année a récompensé l'idée qu'en fait on pouvait faire ce qu'on appelle la super résolution, c'est-à-dire que si on savait qu'on avait un seul objet, on pouvait en fait trouver cette position avec une très grande précision, et donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici. Et là, donc la technique que je vous montre ici vous permet de reconnaître ces anneaux avec une précision de quelques nanomètres. Donc avec ça, on peut mesurer assez facilement la position de ces billes avec quelques nanomètres de précision. Alors on a besoin de quelques nanomètres de précision parce que je l'ai dit tout à l'heure, la molécule d'ADN fait 2 nanomètres de diamètre et la distance entre bases, c'est 0,3 nanomètres, 0,34 nanomètres. Donc c'est tout petit en fait. Donc si je veux mesurer quelque chose avec une précision de l'ordre de la base, il faut que je sois proche de la précision du nanomètre pour faire ça. La question que vous pouvez vous poser, c'est que j'ai mis des billes là et j'ai accroché ces billes, on l'espère, par des molécules d'ADN. Comment puis-je savoir qu'il y a une molécule d'ADN accrochée à mes billes? D'accord? Alors ça, ce n'est pas complètement intuitif parce qu'on peut se dire il peut y en avoir plusieurs, il peut y avoir des... On n'est pas du tout maître complètement de la statistique. Donc comme je l'ai dit, on met peu de molécules d'ADN, donc on espère que les statistiques seront plutôt en notre faveur, mais il faut quand même pouvoir vérifier, parce qu'il y a des chances qu'il y en ait une, mais il y a aussi des chances qu'il puisse y en avoir deux. Comment on peut le voir? Alors ici, en fait, je vais utiliser la force magnétique que je peux utiliser, c'est-à-dire mes aimants, et donc mes aimants vont être capables de faire une force qui va tirer sur le système. Et cette force, il se trouve que pour ouvrir la molécule d'ADN, je vais y revenir, il faut en fait appliquer une force qui vaut 15 piconewtons. Donc il faut... je vous avais dit, l'ordre de grandeur des forces, c'était le piconewton. L'ordre de grandeur de l'énergie thermique, c'est 4 piconewtons par nanomètre. En fait, si je veux séparer deux bases, alors en gros, c'est entre 2 et 3 kT, et vous pouvez assez facilement se convaincre que ça correspond à une force de 15 piconewtons pour ouvrir la molécule d'ADN. Donc si je veux dégrafer l'ADN, il va falloir que je sois capable d'appliquer une force de 15 piconewtons. C'est une force qui vous paraît très petite a priori, mais ce n'est pas une force complètement négligeable. Elle est relativement importante au niveau de ce qu'on peut faire au niveau de la biologie. Et ici, ce qui va se passer, c'est que mes aimants, en fait, appliquent une force. Alors, on a de la chance, les gens qui fabriquent les billes ont fait des billes qui sont très homogènes. Et donc, chaque bille a à peu près la même quantité de matière magnétique, pas tout à fait, mais enfin presque la même quantité. Et donc, avec mes aimants, je fais un gradient de champ. Et en gros, je fais à peu près la même force sur toutes les billes. Et j'ai fait des aimants, on a fait des aimants qui sont, on espère, le mieux possible, mais en fait, mes aimants ne sont pas capables de faire des forces très très grandes. Ils font 20 piconewtons au maximum. Donc, si je mets mes aimants le plus près possible de mon système, je peux appliquer 20 piconewtons. Et donc, avec 20 piconewtons, je vais être capable d'ouvrir une molécule qui s'ouvre à 15 piconewtons. Mais si cette bille est attachée par deux molécules en parallèle, eh bien, il faudrait que j'applique 30 piconewtons pour pouvoir l'ouvrir. Donc, si je mets la force maximale que je peux faire dans mon système, ici ce que je vais faire tout de suite, eh bien je vais être capable d'ouvrir que les molécules, que les billes qui sont attachées par une molécule unique. Et s'il y a deux molécules, en fait, ma bille va rester immobile. Enfin, ne devrait pas bouger. Ce que vous pouvez voir ici, ça c'est la distance des aimants aux billes. Et ça ici, c'est la force. Donc actuellement, on applique une force à peu près de 4 piconewtons. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la force brutalement en appuyant sur le bouton ici. Et donc quand j'appuie sur ce bouton, voilà, vous voyez que la force, elle passe à plus de 15 piconewtons. Et vous pouvez voir qu'il y a certaines billes, par exemple celle-ci ou celle-ci, la plupart des billes qui ont une croix, on voit les anneaux qui changent. D'accord? Alors, on voit même mieux que ça, c'est-à-dire que si je regarde la longueur ici, elle passe à 1 micron, et quand je descends la force, elle passe à pratiquement 0. Donc en fait, ma bille a bougé de 1 micron de hauteur ici, celle-là aussi, par exemple. Par exemple, celle-ci, donc la bille qui n'a pas de croix ici, ne bouge pas. Je peux essayer de mettre une croix, je ne sais pas si ça va marcher bien. Donc par exemple, celle-ci, bon, elle est déréglée parce que je ne l'ai pas pris sur la même bille, mais quand je bouge, elle ne bouge pratiquement pas de longueur. Donc avec cette technique ici, on peut tout à fait voir tout de suite que toute cette molécule-là, cette bille qui est connectée à une molécule, sont des molécules uniques, puisque je suis capable de les ouvrir directement. Alors, on peut maintenant directement regarder le signal. Là, je ne fais que changer la force, et vous voyez que donc, du coup, quand je change la force, les anneaux changent, ce qui correspond au changement de longueur de mon système. Donc maintenant, je peux vous montrer directement la mesure qu'on peut faire en temps réel. Voilà par exemple une des billes, et je réappuie sur mon système.
Donc j'augmente la force à 15 piconewtons et je la baisse. Et vous voyez que, en fait, l'expérience que je suis en train de faire, c'est que je dégrafe quasiment instantanément toute ma molécule et je la referme à volonté. J'ai juste besoin de changer la force depuis un peu plus de 15 piconewtons à ici 4 piconewtons. Et juste en changeant cette force, donc en bougeant les aimants d'une fraction de millimètre, eh bien instantanément la molécule se dégrafe complètement ou elle se regrafe complètement. Donc je vais vous montrer maintenant un petit peu, vous expliquer un peu plus à quoi ça correspond. Donc ici, juste pour terminer sur l'expérience elle-même, je suis en train de suivre plusieurs billes en même temps et toutes les billes sont enregistrées en même temps. Et donc on peut en fait, avec une caméra, enregistrer en temps réel directement l'allongement de cette molécule au cours du temps. Quelques détails sur l'expérience qu'on vient de faire et avec quelques courbes qui l'expliquent ici. Donc ça, c'est la molécule en épingle à cheveux avec la biotine ici, la dioxygénine. Et donc vous avez ici un graphe où on trace la force d'un côté en Y et l'extension de la molécule, exactement la même, pratiquement la même que celle que je suis en train de regarder ici. Et donc au début, on a augmenté la force, et quand on augmente la force, eh bien en fait, les bases de l'ADN sont complémentaires, elles sont assez costauds pour tenir ensemble, et donc la molécule reste fermée. Quand on atteint la force de 15 piconewtons, qui est donc la limite en fait de solidité, si je puis dire, de cette molécule, eh bien en fait, la molécule va s'ouvrir pratiquement d'un seul coup. Et donc brutalement, elle va donc s'ouvrir complètement, et si je tire plus, je vais avoir en même temps transformé toute ma molécule en une molécule simple brin ici, qui est complètement étirée. Le simple brin est un petit peu élastique, donc si je tire un petit peu plus fort, ben vous voyez que ça s'allonge un tout petit peu, mais ça ne s'allonge pas beaucoup, ça s'allonge légèrement. Si maintenant je baisse la force, en fait la molécule va se refermer, mais elle va se refermer avec un petit hystérésis. Ça c'est la courbe donc, de refermeture. Donc en gros, elle va se refermer vers 12-13 piconewtons. Quand je dis qu'elle s'ouvre d'un coup et qu'elle se ferme d'un coup, ce n'est pas tout à fait vrai. Si la molécule a un contenu donc, en AT-GC qui est variable, comme GC est plus solide que AT, s'il y a beaucoup de GC à un endroit, c'est plus dur à ouvrir. Donc par exemple ici, cette molécule elle a un petit morceau très riche en GC à la fin. Et donc, il a fallu augmenter la force jusqu'à 17 piconewtons pour qu'on puisse ouvrir la molécule. Et de la même façon, ce petit morceau se referme plus vite. Ce que je suis en train de décrire ici, c'est vraiment un processus de nucléation, si on regarde au niveau de la physique. C'est-à-dire que lorsque j'ouvre la molécule, là c'est simple, j'arrache en fait les liaisons, mais c'est complètement réversible. Et lorsque elle se referme, en fait, c'est un processus de nucléation. Parce que ma molécule est toute droite, elle est soumise à une force relativement importante, et cette force, en fait, elle gêne le repliement de la molécule. Mais à un moment donné, la molécule va se rappeler qu'elle peut se refermer, et donc, pour qu'elle se le rappelle, il faut qu'en fait, il y ait un petit germe de nucléation qui se fasse, une toute petite fonction de Herpin, et à ce moment-là, toute la molécule va se rezipper d'un coup. Alors, on peut en fait gêner ce processus en allant mettre une petite molécule qui vient s'hybrider dans le petit anneau ici. Si on fait ça, eh bien en fait, la molécule n'est plus capable de se refermer. Et donc, au lieu de retrouver la courbe verte, on retrouve la courbe rouge. Et on retrouve en fait ce qu'on appelle l'élasticité de la molécule en forme de simple brin. Donc on retrouve les problèmes de nucléation sur ce système. Je vais juste montrer maintenant la sensibilité dont on a parlé. J'ai dit qu'une base faisait 0,34 nanomètres, donc 3,4 angstroms sur l'ADN double brin. Lorsqu'on dégrafe une molécule, lorsqu'on sépare les deux brins de la molécule, en fait, on va faire quelque chose d'assez simple, c'est que la molécule n'a pas de longueur lorsqu'elle est perpendiculaire, et puis chaque fois qu'elle va ouvrir une base, on va en fait faire apparaître deux morceaux de simple brin d'une base. Et ce simple brin, en fait, est un tout petit peu plus long que le double brin, et donc on gagne au moins un facteur 2, puisqu'on a deux bases qui sont ouvertes, et d'autre part, le simple brin étant plus long que le double brin, on a un facteur de conversion qui est très simple, c'est qu'en gros, à 15 piconewtons ici, on a pratiquement 1 nanomètre pour une base d'ouverte. D'accord, donc dans la position où on dégrafe les bases, on a en fait une très grande sensibilité dans le système. Et donc tout à l'heure, je vous ai montré une expérience ici. La longueur de ma molécule ici, c'est exactement 1,2 micron. Et donc ce 1,2 micron, ça veut dire en fait que j'ai ouvert en gros 1200 bases d'un coup. Juste en appuyant sur le petit bouton, on peut dégrafer et regrafer instantanément ces 1200 bases. Donc on a un facteur de conversion qui est très simple. En gros, 1 nanomètre égale une base dans ce système. Je vais essayer donc de vous montrer l'expérience d'après, qui est un tout petit peu plus compliquée. Je ne sais pas si elle va bien marcher actuellement, mais je vais au moins vous la montrer sur le principe, et j'ai un enregistrement pour vous montrer ce qu'on a fait avant.
Alors le principe dans l'expérience que je viens de vous montrer, c'est qu'on applique une force, on ouvre la molécule, on baisse la force, on referme la molécule. Alors ce qui n'est pas dessiné ici et qu'il faut bien prendre en compte, c'est que l'ADN est une molécule sous forme de double hélice. Donc en fait les deux bras sont entourés l'un autour de l'autre. Et donc quand j'ouvre la molécule, ce n'est pas simplement les bases qui se dégrafent, c'est qu'en même temps elle tourne sur elle-même pour libérer la torsion qui est impliquée. Et donc il y a en fait une centaine de tours, et vous voyez qu'on enlève les 100 tours et qu'ils se remettent instantanément dans ce système. Ça c'est donc l'expérience qu'on vient de faire. On peut refaire une autre expérience, que je vais essayer de vous faire tout de suite, où on a rajouté dans la solution des petits morceaux d'ADN simple brun, où on a une dizaine de bases avec une séquence consécutive bien choisie. On peut les commander, c'est très facile, vous commandez, ça s'appelle un oligonucléotide, et c'est un petit morceau d'ADN simple brun avec exactement la séquence que vous avez choisie au départ. Si vous avez mis dans la solution cette petite molécule orange, par le principe d'hybridation que j'ai décrit au départ, en fait, si la molécule orange a son complémentaire sur la molécule en épingle à cheveux ouverte, eh bien, il va se produire exactement ce que vous voyez sur le dessin, c'est-à-dire que la molécule orange va venir s'hybrider avec son complémentaire. Et cette hybridation est extrêmement spécifique, c'est-à-dire que si vous avez une base qui n'est pas en accord, eh bien, les deux molécules ne vont pas s'accorder et elles ne vont pas former le double brun. Si maintenant vous essayez de refermer la molécule en baissant la force, eh bien, vous allez en fait refermer une fermeture éclair, puisque cet ADN se rezippe en nucléant à partir du milieu. Et ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, il va buter sur l'hybride que vous avez constitué. C'est exactement la chemise dans la fermeture éclair lorsque vous vous habillez le matin. Et ça va bloquer en fait à la longueur qui correspond à la position à laquelle s'est hybridé le système. Mais l'ADN, c'est mieux que la chemise dans la fermeture éclair parce que des molécules, ça va, ça vient. Donc la molécule est hybridée, mais elle est hybridée juste pour un certain temps. Donc au bout d'un certain temps, elle va en fait s'en aller, tout seul. Et ça peut être un temps très court suivant la longueur de la molécule. Et donc en fait, elle va libérer le problème et la molécule va complètement se refermer au final. D'accord? Donc ça, c'est ce que je vais essayer de vous faire maintenant. Bon, ça ne marchait pas très bien tout à l'heure, je crois qu'on n'a pas mis les bons oligos. Donc je ne vous garantis pas que ça va marcher ici. Je fais juste une petite manipulation sur la force parce que je change la force. Donc là, ce que je définis, c'est les deux positions de force que je module. Donc la force élevée, c'est toujours la même. J'ouvre la molécule ici vers 15 piconewtons. Et cette fois-ci, je descends la force à une valeur un peu plus faible. Voilà, ben ça marche. D'accord? Et donc vous voyez ce qui s'est passé. Il y a un petit blocage ici. Et je vais réessayer. Il y en a deux, trois autres aussi qui sont un peu parasites. Ça aurait pu être un peu plus propre, mais on voit qu'il y a très clairement un blocage. Alors là, ce que vous voyez, c'est exactement l'expérience que je vous ai décrite, c'est-à-dire que j'ouvre la molécule, je la referme, et toc, on tombe sur l'hybride pendant un certain temps, et ça bloque ici le système, et on peut le refaire autant de fois qu'on veut. Alors ici, on a mis beaucoup d'oligonucléotides. Ici, par exemple, la molécule a mis une fraction de seconde à se fermer. C'est vraiment du temps réel, et donc la molécule, elle a un processus de nucléation qui de temps en temps n'est pas immédiat, mais vous voyez que par contre le blocage il est assez clair et assez bien défini. Donc là, le principe de l'expérience que je veux juste vous décrire aujourd'hui, et qui marche à peu près ici, elle pourrait être un peu plus propre, mais on voyait quand même qu'elle marche bien. Il y a deux positions de blocage là. Et là, l'oligonucléotide est parti, et donc on a refermé complètement la molécule. Par contre, si je le regarde à l'œil, c'est cette molécule ici, c'est cette bille-là que j'étais en train de regarder. Je peux vous faire l'expérience ici. C'est plus difficile de voir qu'il y a le blocage intermédiaire. On peut voir qu'il y a un petit blocage intermédiaire sur le système, mais là, le programme vous aide pour mesurer avec précision la hauteur Z. Alors, à quoi ça peut bien servir? Donc, c'est ce que je vais essayer d'expliquer ici. Donc, ça, c'est le principe du blocage. Et donc ce principe de blocage, c'est une autre expérience pour juste bien quantifier les choses. Ça, c'est une molécule extrêmement petite, 80 bases, 83 bases. Et ici, on a mis pareil. Dans l'expérience que je vous ai présentée, il y avait un oligo. Là, il y a deux oligos qui sont l'un derrière l'autre. Et donc, à chaque fois, il faut un blocage à une position bien précise. Par contre, le temps de blocage, comme c'est des expériences molécules uniques, c'est variable. C'est-à-dire que c'est une fluctuation qui va décoller l'oligo de la molécule principale. Et donc ça, c'est par définition un temps variable. Donc le temps de blocage est extrêmement variable d'une expérience à l'autre. Il va avoir en fait une distribution de Poisson.
D'accord? C'est exactement ce qu'on attend pour de la chimie classique. Et donc, ce qui fait que, par exemple, ici, vous avez un temps moyen, ici, un temps très court, et vous voyez que ça va fluctuer énormément. Par contre, la position de blocage, elle est extrêmement précise, puisque c'est l'endroit où se trouve l'hybridation qui va, en fait, réaliser le blocage ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, je vais essayer de vous montrer qu'on peut utiliser ça pour identifier certaines séquences et avoir quelques applications éventuellement médicales. Alors ça, c'est une collaboration qui a été faite avec Jean-Baptiste Boulet et Alain-Nicolas Curie, Jean-Baptiste Boulet au Muséum. Et donc, en fait, dans le génome, je vais juste faire une toute petite introduction pour expliquer le principe. Dans le génome, en fait, quand on vous dit qu'on a séquencé le génome, on vous ment. D'accord? Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on a séquencé ce qui était à peu près facile, mais en fait, il y a 7% du génome qui ne sont pas séquencés. D'accord? Et la raison de ça, c'est que dans notre génome, il y a des morceaux d'ADN qui posent des tas de difficultés. Alors, une des difficultés très simples, c'est que pour séquencer actuellement, les gens utilisent le fait que l'ADN est pseudo-aléatoire. Et donc, ils vont utiliser le fait que, ce qui est presque vrai dans nos gènes, ils vont utiliser le fait que cette séquence est pseudo-aléatoire pour dire qu'elle se trouve qu'à un seul endroit. Et donc, ils vont pouvoir réassembler tous les morceaux du génome en recoupant ces séquences pseudo-aléatoires. Le problème, c'est qu'en fait, notre ADN est effectivement assez souvent pseudo-aléatoire, mais il y a des petites séquences répétées. Et donc, si j'ai une séquence répétée, par définition, en fait, toutes les techniques de séquençage actuelles ont un gros problème pour savoir où se trouve l'ADN qui est répété. D'accord? Donc, en fait, ils ont éliminé, ils ont éliminé tous les morceaux répétés actuellement. Et donc, dans les 7%, il y a beaucoup de zones répétées qui ne sont pas séquencées. Alors, on va se dire, à quoi servent les zones répétées? La deuxième raison pour laquelle on a du mal de temps en temps à séquencer, c'est que j'ai dit que dans l'ADN, il y avait de l'AT et du GC. Et GC était beaucoup plus costaud que AT. Donc il y a 3 liaisons hydrogènes dans GC, 2 dans AT. En fait, si vous faites un ADN où il n'y a que du GC, eh bien, notre système de réplication a vraiment des grosses difficultés à le faire. Alors, donc il y a peu de régions qui ont beaucoup de GC, mais il y a quelques régions qui ont beaucoup de GC. Alors nos cellules, elles y arrivent à le faire à peu près, elles ont du mal. Mais nous, quand on essaie de le faire en tube à essai, ça marche beaucoup moins bien que nos cellules. Et donc dès qu'il y a beaucoup de GC dans une séquence, les techniques de séquençage actuelles ne marchent pas. Donc on n'arrive pas en fait, à séquencer. Donc en fait, quand les gens vous disent qu'ils ont séquencé le génome, ils vous disent toutes les bases qu'ils ont séquencées et ils mettent des N là où ils n'ont pas séquencé. Et en fait, il y a quand même beaucoup de bases qui n'ont pas été séquencées. Qu'est-ce que c'est que ces zones répétées? Alors ces zones répétées, c'est des choses qui ne sont pas forcément inintéressantes. Il y a des zones dont vous avez sûrement entendu parler, ou très indirectement. Vous savez, très souvent, quand il y a donc un crime, on essaie de détecter la personne par son ADN. Et donc, ce qu'on fait retrouver dans l'ADN, c'est ce qu'on appelle, dans l'ADN d'une personne, c'est ce qu'on appelle des microsatellites. Et donc, c'est des petites répétitions de 3-4 bases et qui existent à certains endroits de notre génome. Et le nombre de répétitions est variable chez chaque individu. Donc, on va trouver, en fait, en gros, quand on veut trouver l'identité d'une personne à partir de son ADN, on a 16 régions avec ces petites zones de répétition. Et on va trouver, donc, il y a 12 répétitions de la première du microsatellite, 5, 9, 12, ainsi de suite. Et donc, on va se retrouver avec 16 chiffres définissant ces répétitions qui sont variables d'une personne à l'autre. Et ça va nous donner, en fait, un espèce de numéro pour la personne qui nous permet de l'identifier. Donc, ces zones répétées sont variables. Et donc, par définition, elles ne sont pas séquencées, par exemple, dans les systèmes. Alors là, bon, pourquoi elles sont là, ça c'est plus compliqué. Elles sont très pratiques pour identifier un ADN. C'est pas très clair de savoir pourquoi elles sont là encore. Par contre, il y a d'autres zones qui sont des mini-satellites, qui sont des zones répétées, alors avec des périodes donc les microsatellites, c'est des répétitions de quelques bases. Les mini-satellites, c'est des répétitions de quelques dizaines à quelques centaines de bases. Et on trouve beaucoup ça dans le génome aussi, des régions où il y a une espèce de pseudo-période. Alors je dis une pseudo-période parce que ces répétitions ne sont jamais parfaites. Enfin, sont rarement parfaites, disons. On trouve pratiquement la même période, mais avec quelques mutations par-ci, par-là. Et ce sont des régions qui, en général, ne sont pas codantes, donc elles ne codent pas pour une protéine qui va avoir une importance, mais néanmoins, on ne connaît pas encore bien toutes leurs implications, mais ce qu'on voit par contre, c'est qu'elles sont impliquées dans des maladies. C'est-à-dire qu'elles sont non codantes, mais elles sont régulatrices. C'est difficile d'accéder à ces séquences, et donc on s'est intéressé à une mini-satellite qui était 72% GC riche, donc une région qui est extrêmement GC riche. Et donc c'est très simple, si vous allez la faire séquencer, si vous essayez de la faire séquencer par les méthodes classiques, ça ne marche pas. L'expérience que je vous ai présentée tout à l'heure, j'avais donc une molécule de 1000 bases, et j'ai mis un oligonucléotide qui faisait en gros 10 bases.
Donc là, on avait évidemment choisi la séquence pour qu'elle corresponde à un endroit de la molécule, l'endroit où elle a bloqué. Mais vous voyez que là, si vous prenez 10 bases, il y a énormément de combinaisons possibles. Et donc, on va typiquement au mieux trouver un point d'hybridation. Et la plupart du temps, on va trouver 0 point d'hybridation. Si par contre, vous avez une séquence répétée et que vous avez un oligonucléotide qui s'hybride sur sa séquence répétée, il ne va pas s'hybrider une fois, il va s'hybrider autant de fois qu'il y a de répétitions. Et donc ça, c'est une expérience sur une molécule qui est sur cette molécule donc, de midi-satellite où il y a en fait, en gros, 5 répétitions. Et donc vous voyez que j'ai fait exactement la même expérience que celle que je viens de faire, c'est-à-dire qu'on ouvre et on referme et on regarde les refermetures. Et vous voyez qu'il y a plein de blocages qui se font. Alors à nouveau, ces blocages sont aléatoires dans le temps. Mais par contre, les positions de blocage sont extrêmement bien définies. Et donc, si je fais un histogramme des positions de blocage, j'obtiens cette courbe-là. Alors, cette courbe-là, je peux la retourner dans l'autre sens. Et donc, ce que me dit cette courbe, c'est qu'elle me dit qu'à 55 nanomètres, eh bien, j'ai la séquence CC, ACA, ainsi de suite. Et je la retrouve à 100, et je la retrouve à 140, et ainsi de suite. Ce que je mesure, moi, c'est des longueurs en nanomètres. Alors, ça, c'est pas mal, mais ce n'est pas suffisant pour savoir ce qui se passe. Ce que je peux par contre utiliser, c'est utiliser un autre oligonucléotide. Ce qu'on vient de voir, c'est le rouge ici. Là, je m'intéresse juste à une période, la période entre 55 là, et 100. Et je mets un deuxième oligonucléotide dans ma solution. Et ce deuxième oligonucléotide, je le choisis ici en bleu, de telle façon qu'il ait une séquence judicieuse et que cette séquence soit décalée par rapport à la première séquence. Et donc, comme elle est décalée par rapport à la première séquence, elle va se chevaucher, si je puis dire, et du coup, les positions de blocage de l'oligonucléotide bleu vont être légèrement décalées par rapport à celles du rouge. Si maintenant je fais la même chose avec un oligo qui est magenta ici, et il va en fait s'hybrider de l'autre côté, d'accord, et je vais en fait construire ma structure par petits morceaux. Ce que vous voyez par contre, c'est que l'oligo magenta, il ne s'est pas hybridé sur ce premier repeat ici. Et par contre, j'ai dû utiliser un oligo vert ici, qui ne s'hybride pas de ce côté-là. Le vert ici ne sort pas pareil que le magenta, il ne sort pratiquement pas. La raison de ça, c'est qu'ici, en fait, il y a un C qui est passé à un T ici, dans la séquence. Et donc la répétition, elle a juste une petite base modifiée. Et ça suffit effectivement à complètement changer l'hybridation d'un oligonucléotide. Donc ce que je suis en train de vous montrer, c'est comment vous pouvez reconstituer par petits bouts les séquences, par chevauchement, les différentes séquences. Alors si vous faites ça sur une molécule, ici cette molécule, en fait, il faut 12 oligonucléotides pour complètement la couvrir. Bah, vous obtenez une forêt de pics qui n'est pas très facile à comprendre comme ça. Mais en fait, cette forêt de pics, bah, c'est comme un jeu de puzzle. Comme on a le fait que ces séquences se recouvrent, on peut assez facilement, dans ma forêt de pics, il y a des petites erreurs expérimentales qui se sont glissées, c'est-à-dire que les pics sont un petit peu décalés. Et donc, en fait, en utilisant le recouvrement, je peux repositionner chacun de mes pièces de puzzle proprement. Et on peut même faire un petit programme de Monte Carlo qui fait ça pour vous. Et quand on fait ça, ben on retrouve exactement la séquence que j'ai dessinée ici. Alors là, j'ai mis toute la séquence des 286 bases. Ici, j'ai pris juste un petit morceau qui est le morceau ici en bleu foncé. D'accord. Et donc, on a retrouvé exactement toutes les séquences répétées de ce système, les 5 répétitions, et les mutations ponctuelles qui étaient connues dans ce système. Donc, en fait, cette technique permet de séquencer des molécules particulièrement difficiles à séquencer. C'est plutôt ici une vérification de séquence, parce qu'on connaissait la séquence pour la vérifier ici. Donc, est-ce qu'on peut utiliser ça pour faire des choses un peu plus intéressantes? Les séquences répétées, elles sont aussi impliquées dans certaines maladies. Et, entre autres, il y a une maladie particulièrement grave qui s'appelle le syndrome du X fragile. Et le syndrome du X fragile se traduit par le fait qu'un chromosome en fait, a une zone qui est beaucoup plus fragile et qui peut même se casser. Et ce syndrome est lié à quelque chose de très simple et très mineur a priori. Donc ici, il y a une séquence répétée qui est CGG. Elle est répétée en gros entre 5 et 40 fois chez quelqu'un de normal. Et lorsque vous avez plus de 100 répétitions, voire 200, vous avez en fait une malformation du système nerveux. Et c'est en fait un syndrome de déficience intellectuelle particulièrement sévère. Donc, c'est un problème qui est important de détecter jeune. Et la difficulté pour détecter ce système, c'est que c'est une molécule qui est 100% GC riche. La partie de répétition, c'est que du GC. Donc, par définition, c'est très compliqué à analyser. D'autre part, il faut mesurer le nombre de répétitions, ce qui n'est pas si simple que ça à faire dans les techniques. Donc, je vais vous montrer juste comment nous, on peut le faire. Donc, il y a plusieurs challenges dans cette détection. D'une part, comme je vous dis, une zone répétée qui est particulièrement difficile à analyser. En gros, ce n'est pas compliqué. Si on essaie de le recopier en tube à essai, ça ne marche pas.
Et l'autre chose aussi qui est importante, c'est que cette molécule, ce gène, pardon, le promoteur de ce gène, donc c'est ce qui fait que le gène va être exprimé ou pas, va être régulé par des facteurs épigénétiques qui sont donc variables d'une personne à l'autre. Et donc, si on veut détecter correctement ce gène du X fragile, enfin ce syndrome, il faut être capable d'un côté de mesurer le nombre de répétitions et de l'autre côté de détecter les modifications épigénétiques de la molécule. Pour ça, donc, on va prendre, et c'est la partie qui n'est pas forcément la plus simple, on va prendre donc un morceau du gène humain de la molécule qui nous intéresse, et on va l'insérer donc dans une molécule en épingle à cheveux, comme je vous ai décrit jusqu'à présent. Et donc on va exactement mettre la molécule d'intérêt dans notre système pour essayer d'analyser le nombre de répétitions. Alors, le nombre de répétitions est variable. Par contre, notre génome est très stable. Il varie un tout petit peu, mais si je regarde les séquences ici qui sont en bleu de part et d'autre de la séquence répétée, ces séquences sont parfaitement stables. Donc en fait, ce qu'on peut tout à fait imaginer, c'est de prendre des oligonucléotides qui s'hybrident sur les séquences ici et ici, ici et ici, et de faire exactement la même expérience que celle que j'ai faite tout à l'heure, c'est-à-dire non pas de prendre un seul oligo, mais de prendre 4 oligos, et on peut soit les mettre ensemble, soit séparément, et on va mesurer les hauteurs donc, de blocage correspondant à ces petites molécules, comme on l'a fait précédemment. Donc on va avoir la longueur de la molécule complètement étirée, comme on l'a vu tout à l'heure, plus les 4 positions des blocages, ici. Ces 4 positions étant choisies de part et d'autre de la partie répétée, comme on connaît la distance qu'il y a ici entre l'oligo 1, l'oligo 2, l'oligo 3 et l'oligo 4, eh bien, on connaît cette distance en paire de base. La distance qui est inconnue, c'est cette distance ici. On va faire une règle de 3 pour trouver le nombre de répétitions. Donc ici, en fait, par cette technique, on peut directement mesurer en fait, ces répétitions, simplement. Alors, une deuxième chose, c'est que ce syndrome du X fragile, il dépend des tissus dans lesquels le syndrome est peut-être plus ou moins sévère. Et donc, on n'a pas en fait ce qu'on appelle tout partout le même gène, mais on a plutôt ce qu'on appelle une mosaïque, c'est-à-dire que le nombre de répétitions varie suivant les tissus qu'on prend, ce qui fait que vous pouvez avoir des formes plus ou moins atténuées de la maladie, suivant que vous avez plus ou moins de répétitions à certains endroits. Et donc, ce qu'on a fait ici, c'est une comparaison de 2 molécules avec des non-répétitions variables. Donc, vous avez les 4 blocages précédents, plus la molécule verte. Et vous voyez qu'en gros, la partie centrale de la molécule verte ici est plus petite que la molécule rouge ici, ce qui veut dire que le nombre de répétitions ici est plus petit que celui-là. Dans ces maladies, il y a encore d'autres petites variantes. C'est que de temps en temps, la répétition ici, elle a une petite mutation locale. Et ces mutations sont assez classiques, c'est des A qui viennent s'insérer. De la même manière, on peut en fait, en utilisant un oligonucléotide qui va s'hybrider que sur le A, on va être capable de détecter ici, par exemple, que dans la molécule, il y avait 2 A qui ont été mutés dans le système. C'est une technique qui permet donc d'aller regarder des ADN pas très faciles à utiliser habituellement, puisque cet ADN est 100% G série. Alors maintenant, j'ai dit qu'il y avait des modifications épigénétiques. Les modifications épigénétiques sont importantes pour déterminer le niveau d'expression d'un gène. Et malheureusement, les expressions génétiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début, c'est une toute petite modification chimique. Bon, typiquement, il y a plusieurs types de modifications génétiques, mais la plus simple, c'est une méthylation de la cytosine. Donc je vais revenir, excusez-moi, en 2 secondes à mon premier transparent pour vous montrer ça. La cytosine normale ici, elle a un H. Et de temps en temps, donc, une enzyme va venir modifier ce H pour rajouter un méthyle, un groupement méthyle, à la place de ce H. Et en fait, ça va faire un marquage spécial qui vient s'ajouter au marquage génétique. Et suivant, alors typiquement, si vous avez beaucoup de bases cytosine méthylées au promoteur d'un gène, ce gène va être réprimé, il ne va pas être exprimé. Et inversement, s'il est très peu méthylé, il va être souvent très exprimé. Donc le problème, c'est que la détection de ça, c'est très difficile à faire. C'est difficile à faire habituellement parce que quand vous faites la recopie de l'ADN par toutes les techniques classiques de recopiage de l'ADN, vous supprimez toutes les méthylations qui existent dans l'ADN. Donc c'est comme un texte qui perd tous ses accents brutalement quand on le passe à travers Internet, ce qui arrive de temps en temps. Donc les modifications épigénétiques sont assez difficiles à regarder parce qu'en fait, il faut les regarder sur la molécule directe de la personne et on ne peut pas amplifier la molécule avant de la lire. Ce qu'on fait systématiquement pour faire du séquençage.
Donc je vais vous montrer qu'en fait, la technique qu'on utilise permet de faire exactement la même chose sur la méthylation. Notre essai préféré, ça consiste donc à ouvrir et à fermer la molécule. Et donc quand j'applique une force, j'ouvre la molécule. Et encore une fois, la beauté de la chose, c'est que nos biochimistes savent préparer des anticorps, donc des petites molécules, les protéines, qui sont capables de reconnaître juste une base méthylée, une cytosine méthylée. Et donc ils ont fait ça depuis longtemps. Et la bonne surprise, c'est que si on met cet anticorps ici, dans la solution, il va en fait reconnaître la base méthylée uniquement quand la molécule est ouverte. Et donc, ce qui va se passer, c'est que cet anticorps va venir se coller sur le groupe méthyle, enfin la base méthylée de notre système, et il va agir exactement comme l'oligonucléotide qu'on avait mis précédemment, c'est-à-dire que quand je vais baisser la force, il va bloquer à nouveau la fermeture éclair, empêchant la molécule de se refermer, et comme l'oligonucléotide, il a le bon goût de s'en aller après quelques secondes, et donc quand on attend un tout petit peu, ben, il s'en va, et on peut recommencer l'opération. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut faire beaucoup de cycles sur une même molécule et détecter facilement aussi les blocages de notre système. Donc cette technique nous permet en fait de détecter l'épigénétique. Donc ça, c'est par exemple des blocages, mais ça ressemble exactement à des oligos. Je n'ai pas mis d'anticorps dans mon expérience ici, mais c'est exactement la même chose. Et donc on peut trouver ces blocages avec une précision très bonne. Alors juste pour la petite histoire, la première fois qu'on a fait l'expérience, on avait utilisé une enzyme qui méthylée sur un site ACGT. Il y avait 4 sites comme ça dans notre molécule. Et donc on s'attendait à trouver 4 pics. En fait, on a trouvé un 5e, et c'est parce qu'on avait oublié que la bactérie E. coli fait aussi une méthylation sur un autre site. Et donc, en fait, on a eu un faux positif ici qui correspondait au site de méthylation de la bactérie elle-même et qui était donc attendu. C'est juste nous qui ne l'avons pas vu. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir sur une molécule qu'on a méthylée directement. Et ça, c'est ce qu'a fait Jimmy en prenant une molécule humaine. Et donc, notre ADN génomique, il contient évidemment une séquence, la séquence de l'ADN, et il contient des informations épigénétiques sous forme de cette épigénétique. Et donc là, on a pris une molécule d'une cellule humaine et on l'a insérée comme un hairpin. Et vous voyez qu'ici, il y a un certain nombre de blocages qui correspondent donc aux positions où il y a ces modifications. Et donc, alors, ce qui n'est pas bien fait encore ici, c'est que là, on a pris une molécule au hasard, on ne sait pas où elle est dans le génome. Par contre, ce qu'on peut valider, c'est que le nombre de méthylations, c'est à peu près une base toutes les 100 qui sont méthylées. Et c'est à peu près ce qu'on a obtenu ici. Ici, c'est une molécule de 2,5 Kb et il y a une vingtaine de blocages, donc on est à peu près dans la bonne gamme ici. Voilà en gros, moi, ce que je voulais présenter. On peut encore un petit peu discuter, surtout répondre aux questions si ça vous intéresse, enfin, si j'imagine que ça vous intéresse. Donc la technique en fait, de blocage qu'on utilise, elle permet en fait de mesurer plusieurs choses. Je vous ai montré qu'elle permettait de mesurer des positions. Ce que je n'ai pas détaillé, c'est qu'elle permet aussi de mesurer la cinétique des accrochages. Donc, par exemple, le temps que met un oligo à s'en aller ou à s'insérer, ou de la même façon, le temps que met une enzyme à s'accrocher ou à se décrocher. Et ça, c'est des questions aussi qui sont assez importantes à regarder pour des molécules biologiques. Et donc, c'est toute la cinétique qui est abordable en molécule unique. Alors, je n'ai pas dit pourquoi on faisait de la molécule unique, mais en molécule unique, on va voir directement ce temps apparaître. Si je fais une expérience en tube à essai, je vais avoir un moyen-âge qui va se faire. Et donc, je vais plutôt observer une concentration à partir de laquelle je vois un accrochage. Et donc ici, l'information est différente. Je vais avoir directement accès à la cinétique du système. J'ai montré rapidement que notre système nous permettait de faire une nouvelle approche du séquençage par hybridation et qu'on pouvait de cette manière séquencer des zones répétées ou des zones avec un fort contenu en GC. Finalement, j'ai essayé de montrer qu'on pouvait détecter des zones épigénétiques qui sont particulièrement difficiles à mesurer. Voilà, je vous remercie.